Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence des conférences d'actualité du GRISOF que nous reprenons notre série durant ce mois de septembre. Et le sujet du jour, la prévention, un enjeu pour notre santé, notre économie et notre planète. Vous voyez que ça dépasse le simple domaine de la santé. Eh bien, les messages pleins de bon sens nous submergent, nous dit Antoine. Recommandations, injonctions multiples, au lieu de nous aider à vivre plus sainement, nous découragent avant même que nous ayons essayé d'y répondre. C'est le problème de tous ces messages. C'est le problème aussi, il faut bien le dire, de l'écologie de temps en temps. Et le professeur Flao va nous prouver qu'une prévention joyeuse et gratifiante est possible en triant le vrai du faux. Et je rappelle que Antoine est venu plusieurs fois à cette série de visioconférences. Il est directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève et directeur de la Swiss School of Public Health de Zurich. Antoine, on est heureux de t'accueillir à nouveau et nous aurons le plaisir de t'écouter. Merci beaucoup en tout cas. Merci Étienne pour ces mots. Merci aussi à Yves pour avoir organisé cette conférence. Et en effet, on va parler aujourd'hui ensemble de prévention. Alors, santé, économie, planète, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Sur le côté un peu ludique de la prévention, eh bien, on en parlera dans notre discussion, je pense, entre nos questions et les réponses des uns et des autres. Tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier dans ce domaine-là, qui est pourtant un vaste domaine, mais je vais essayer de vous parler sans particulier intérêt, quoi que ce soit autre que le sujet lui-même. Alors, la première chose, c'est que nous vieillissons. C'est un truisme pour la plupart d'entre nos peuples. Aujourd'hui, en tout cas, à cette année de 2024, qu'on ne voit pas sur cette diapositive, on n'a que le Japon qui a plus de 30% de sa population ayant plus de 60 ans. Mais en 2050, c'est quand même très bientôt, finalement, dans 25 ans, nous serons une grande partie du monde occidental en particulier, mais aussi du monde asiatique, à avoir ce vieillissement très généralisé de la population. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, puisqu'on pourrait dire qu'au contraire, on a tous cherché, on a tous voulu avoir ce vieillissement, c'est-à-dire cet allongement de notre espérance de vie. En réalité, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas doublé son espérance de vie en moins d'un siècle. C'est absolument considérable. C'est l'un des plus grands progrès que l'on ait réussi. Mais il y a évidemment non pas une contrepartie, mais surtout une vigilance accrue à avoir, qui est que si l'on vieillit en bonne santé, on sera capable de supporter ce choc démographique, alors que si, en plus du vieillissement, vient s'ajouter une vieillesse en mauvaise santé, alors ce sera très compliqué, y compris dans les sociétés les plus riches, de soutenir ce fardeau de la morbidité. Et toute la prévention va viser non pas à augmenter encore l'espérance de vie, c'est plutôt d'ailleurs, on va dire, le système de santé qui augmente l'espérance de vie, c'est plutôt le système général assurantiel, l'accès aux services sociaux, c'est plutôt les revenus et l'éducation que la prévention. La prévention, elle vise surtout à augmenter ce qu'on peut appeler l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire à l'intérieur même de notre espérance de vie, le nombre d'années en bonne santé que nous pouvons espérer vivre, avec ce que certains théoriciens ont appelé la compression de morbidité, c'est-à-dire que diminuer aux derniers âges de la vie la morbidité, les maladies et juste avant la mort. Je ne vais pas pouvoir m'intéresser à toutes les interventions de prévention qui ont montré leur efficacité, parce qu'il y en a trop, il n'y en a pas énormément, il y en a une cinquantaine. Dans mon livre, j'en parlerai à la fin, j'essaie de les aborder tous, mais ici, je vais me contenter de 14 déterminants
du déclin cognitif pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont modifiables, c'est-à-dire qu'on peut espérer, en actionnant ces déterminants, essayer d'éviter le déclin cognitif lié à l'âge, c'est-à-dire les démences séniles, la maladie d'Alzheimer. On peut espérer, avec ces 14 déterminants, prévenir la moitié des maladies d'Alzheimer, c'est énorme, et en plus, probablement, en retarder un grand nombre aussi, c'est-à-dire que quand on a 95 ans, retarder de 4 ou 5 ans, ça peut être extrêmement utile parce que peut-être qu'on ne la connaîtra jamais. On ne connaîtra jamais ce déclin cognitif. L'autre raison, c'est que lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion, la maladie d'Alzheimer, les démences séniles sont une des choses que l'on redoute le plus très collectivement, et quel que soit notre âge. On n'a pas envie, si l'on peut, ou on a envie de retarder le plus possible le déclin cognitif. La troisième raison, c'est que vous allez les voir, on va les prendre un par un, tous les 14, assez rapidement, mais on va voir qu'ils sont aussi des déterminants du cancer, des déterminants des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, et donc ce sont des déterminants très communs à beaucoup d'autres. Donc ils sont utiles, très didactiques sur beaucoup d'autres domaines. Le premier des déterminants en termes chronologiques, je dirais, parce que c'est pas très souvent, vous savez, quand on fait des conférences sur le vieillissement, on va prendre des gériatres. Mais non, c'est très tôt dans la vie qu'il faut penser à lutter contre le déclin cognitif lié à l'âge. Euh, Ici, vous avez des données françaises qui montrent à quel point le fait d'avoir un diplôme universitaire vous protège du déclin cognitif. Le déclin cognitif est 4 à 5 fois plus important chez ceux qui n'ont pas de niveau d'études par rapport à ceux qui ont des études universitaires. Deuxième, alors vous allez voir, c'est un peu un inventaire à l'après-vert, mais ils sont aussi listés en fonction de leur survenue et de la survenue de l'action possible au cours de la vie, et vous allez voir que c'est tout au long de la vie. Les troubles de l'audition, certes, sont augmentés très fortement avec l'âge. Ce sont encore des données françaises ici. Attention, il y a quelqu'un qui pourrait se mettre en mute, je pense, sur son microphone parce qu'on entend des bruits parasites. Alors, le déclin, les troubles de l'audition surviennent à partir de l'âge de 45 ans. Dans ces données françaises, mais on a de très bonnes données en France par la cohorte Constance, mais on a des données très voisines dans beaucoup d'autres pays. On va dire qu'à partir de 70 ans, 30% des hommes souffrent d'une surdité sévère. Il ne s'agit pas de petits troubles de l'audition, et un peu moins de femmes. Ce qui est préoccupant, c'est que dans un pays, est-ce que collaboratinggmail.com pourrait essayer de se mettre en mute, s'il vous plaît? Je crois que c'est vous, mais je ne suis pas sûr qu'on entend J'essaie des de le bruits. faire, mais je ne suis pas capable de la mettre en mute. C'est Madame Youssef de Syrie. C'est pas grave, hein, mais du tout. Mais ça crée des petits bruits parasites. Ouais. Le deuxième point qui est préoccupant, c'est que en fait, si ces troubles ne sont pas corrigés, et c'est une personne sur trois en France, dans un pays où il y a un très large accès à la sécurité sociale, aux assurances et à la couverture universelle, eh bien, vous allez avoir un facteur de risque qui va persister et qui va entraîner la démence sénile. Donc, on a un problème important qui est que si on ne corrige pas ces troubles, en fait, on ne sait pas très bien d'ailleurs les mécanismes. On pense que ce sont des mécanismes cérébraux qui font que vous ne stimulez plus votre cerveau parce que vous vous retirez de votre environnement en ne participant plus aux conversations, etc. Et ça accroît les risques de déclin cognitif. Le troisième, vous allez repérer un facteur de risque particulièrement commun à beaucoup de maladies cardiovasculaires et pas simplement au déclin cognitif lié à l'âge, c'est le LDL, cholestérol élevé. En effet, le mauvais cholestérol, ce LDL cholestérol, lorsqu'il est élevé, il est un facteur de risque de déclin cognitif. Or, il y a des moyens, et pas simplement médicamenteux, pour lutter contre le cholestérol élevé. Il faut déjà le dépister. Un grand nombre ne sont pas dépistés. Et il faut ensuite, pas forcément le traiter médicalement. Il y a des statines aujourd'hui qui sont très efficaces et très bien tolérées, mais on peut déjà commencer par une meilleure alimentation, une activité physique, j'y reviendrai, moins de tabac, moins d'alcool. Le quatrième, c'est la dépression. La dépression, vous voyez, elle est ubiquitaire dans le monde. Tous les pays connaissent
des problèmes de santé mentale. Et ça n'est pas l'apanage des pays pauvres, je dirais presque au contraire, non que personne soit protégé, mais on voit bien qu'en tout cas, l'élévation du niveau de vie ne protège en rien la santé mentale et qu'au contraire, vous avez des risques de dépression. Alors, je vais juste faire une toute petite aparté parce que dans le milieu socio-professionnel dans lequel nous sommes, dans les professions de santé, les risques psychosociaux sont importants à dépister et à traiter pour deux raisons. D'une part, parce que nous sommes ici pour le faire. Il faut pour ça, bien sûr, des psychiatres, mais on en manque dans beaucoup de pays du monde. Donc, il faut que tout le monde monte un peu sur l'estrade ici. Et aussi parce que nos propres structures sanitaires sont touchées par les risques psychosociaux. La satisfaction, elle va diminuer si le niveau d'attente vis-à-vis de sa profession en particulier est très très élevé. Si on attend beaucoup de son job, on va être souvent déçu et on aura une satisfaction qui ne sera pas élevée. Je vais vous montrer deux approches parce que je les trouve intéressantes, puis après on passera à un autre facteur de risque bien sûr, mais l'approche européenne, je dirais classique, que l'on entend partout, c'est de dire que le stress au travail, c'est dû à un déséquilibre entre nous-mêmes, l'employé, et les contraintes de notre environnement de travail. Et que lorsqu'on est stressé, c'est toujours la colonne de gauche, on va douter de ses propres ressources et ça va être une sorte de cercle vicieux. Si on veut bien mesurer ça dans l'entreprise, ben, il faut surveiller le stress et le bien-être des salariés. Il faut prendre soin des salariés, il faut aussi prendre soin des plus vulnérables parmi les salariés, ceux qui risquent le plus le suicide ou en tout cas la dépression sévère. Alors ça, c'est un peu la doxa officielle en Europe. À droite, Yves Clos est un Lyonnais, un psychologue clinicien, qui appuie ses travaux sur des théories très intéressantes de Russes et de Suédois qui disent c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est pas tellement nous qui ne sommes pas en adéquation avec notre entreprise, c'est le contraire. C'est l'entreprise qui manque de ressources et non l'employé qui manque de ressources. L'entreprise manque de ressources pour répondre aux attentes des salariés. Et notamment, Yves Clos montre que la plupart des salariés, dans tout, il n'est pas juste spécialisé dans le soin, dans les hôpitaux par exemple, mais il dit dans toutes les entreprises, les salariés veulent faire du travail de qualité. Et en fait, le stress, c'est le plus souvent un trouble du fait que l'entreprise ne permet pas aux salariés de véritablement faire un travail de qualité. Et aussi, l'entreprise ne génère pas le débat ou la discussion qui permettent aux salariés de dire et de définir ce qu'il entend par un travail de qualité. Et que si l'on s'intéressait à cela, on résoudrait une grande partie du stress au travail. Et il dit d'ailleurs les instruments de mesure du stress sont mal calibrés. Il n'éclaire absolument pas sur la question du travail bien fait dans l'entreprise, sur l'objet du travail bien fait, sur les critères de performance du travail, etc. Et il dit, plutôt que de prendre soin du travailleur, du salarié, on devrait d'abord demander à l'entreprise de prendre soin du travail, de protéger le travail de qualité. Voilà, j'en aurais fini sur cet aspect-là pour rester quand même dans la boîte crânienne. Mais là, sur un autre secteur d'activité que le sport. On dit toujours le sport, c'est la santé. On est très heureux de participer à la promotion de l'activité physique en santé publique, ça c'est clair. Mais le sport a aussi ses dangers. Bien sûr, des dangers traumatiques, en particulier musculo-squelettiques, mais aussi traumatiques crâniens. Les Britanniques ont bien montré dans leur cohorte que le risque de démence sénile augmente avec les traumatismes crâniens répétés, notamment ceux avec commotion cérébrale. À tel point, par exemple, que les Britanniques et les Nord-Américains ont interdit les têtes au football. Je parle du football classique. Dans le football américain, on met des casques. Mais les têtes au football sont interdites, non pas chez tous les joueurs, mais chez tous les mineurs. Parce qu'au moins, les mineurs ne peuvent pas, eux, décider de ce qu'ils veulent. Les femmes que je présente à gauche, là, dans la photo, les femmes ont le même ballon de football que les hommes. Elles se plaignent de cela parce que leurs muscles de la nuque sont plutôt moins puissants que ceux des hommes. Et donc, les traumatismes crâniens et les commotions cérébrales sont plus fréquentes et plus à risque chez les femmes que chez les hommes. Elles voudraient éventuellement un ballon qui soit plus dimensionné à leur force. L'UEFA discute même parfois des changements de règles, non pas d'interdire les têtes. Les footballeurs sont très attachés aux têtes, ça fait partie du football, mais
au moins de ne pas accepter que le ballon soit directement touché par la tête avant d'avoir rebondi sur le sol. Ce n'est pas encore un changement de règle qui est opérant, hein, mais il y a des discussions comme ça au siège de l'UEFA ou de la FIFA. Le 6e facteur de risque, toujours on est dans l'Alzheimer et des démences séniles, c'est le diabète. Vous voyez que on est dans des facteurs très larges, qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire également. Le diabète serait le 3e pays d'Europe, de l'Union européenne, si c'était un pays. C'est-à-dire qu'il y a 66 millions de diabétiques en Europe. Donc le diabète est extrêmement prévalent partout et il est en augmentation. Bien sûr à cause du vieillissement, mais aussi à cause des facteurs de risque du diabète. Donc dépister le diabète et le traiter est très important. J'ai connaissance de travaux qui ont eu lieu à Marrakech, à la sortie du souk de Marrakech. Il y avait eu des tests de glycémie au bout du doigt qui ont été faits et qui ont montré que la moitié des diabétiques ne savaient pas qu'ils l'étaient. Donc on est face à une sorte d'épidémie silencieuse qui est méconnue. Les gens ne savent pas qu'ils ont le diabète et ne se traitent pas adéquatement. Et prennent du coup un risque de démence sénile ultérieure. Pareil pour l'obésité qui est liée bien entendu, mais vous pouvez avoir une obésité sans diabète. Et de toute façon, obésité et diabète sont des facteurs qui se cumulent en termes de risque, notamment de démence sénile, mais aussi de risque cardiovasculaire. Et vous le voyez sur cette figure à droite. Vous voyez que l'obésité est inégalement répartie en Europe. Les Français, par exemple, ont plutôt un taux bas d'obésité par rapport aux autres pays, les Italiens aussi. En revanche, les Suisses également. En revanche, les Britanniques ou d'autres peuples d'Europe centrale ou la Turquie ont des taux d'obésité très élevés. L'hypertension artérielle, à nouveau, je vous montre des données françaises parce qu'elles me perturbent. Ça me perturbe de voir ici, dans ces données françaises, que il n'y a pas de progression entre 2006 et 2015, donc focalisons-nous sur les données de 2015. Chez les hommes comme chez les femmes, plus de la moitié, c'est la bande rouge, plus de la moitié des hypertendus ne sont simplement pas dépistés. Ils ne sont pas traités parce qu'ils ne sont pas repérés. C'était étonnant de se dire que dans un pays qui peut se vanter, être fier de sa grande couverture universelle santé, on peut aller dans n'importe quelle pharmacie prendre sa tension, eh bien la moitié des hypertendus ne le savent pas. Et quand bien même ils le savent, encore la moitié d'entre eux ne sont pas traités correctement. Ils vont chez leur médecin leur prescrit un antihypertenseur, ces médicaments sont peu chers, sont remboursés, il n'y a pas de problème d'accès aux soins, et malgré tout, plus de la moitié ne sont pas bien traités. Donc on a un énorme problème de contrôle de l'hypertension, y compris dans les pays qui peuvent espérer avoir l'une des meilleures protections sanitaires au monde. Donc on peut se dire à quel point le contrôle de l'hypertension est un problème mondial aujourd'hui. Le 9e, sur les 14, c'est la sédentarité. Nous sommes trop souvent sédentaires. Mais attention, c'est vrai quand Étienne me présentait en disant « mais je ne suis pas là pour vous dire de faire un marathon tous les jours », ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit, selon les recommandations de l'OMS, selon des recommandations qui aujourd'hui sont très partagées par tous les experts, de faire 10 minutes de marche à pied le matin, 10 minutes de marche à pied l'après-midi, simplement. Voilà. En faisant cela, tous les jours de la semaine, on peut doubler ses années de vie en bonne santé. Ça vaut quand même le coup de le dire, ça vaut le coup de le promouvoir. Et c'est vrai que mon titre était un peu prétentieux, je prétends qu'avec la prévention, on va sauver la planète. Mais regardez, 22% des émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme, hein, le cinquième, plus du cinquième des émissions de gaz à effet de serre sont dues au seul transport, du secteur du transport. Et en fait, très souvent, quand on dit ça aux gens, ils disent « oui, mais moi, je ne prends pas l'avion ». Mais non, ce n'est pas l'avion. L'avion, c'est que 12%. C'est la voiture individuelle qui vraiment est en cause. En marchant davantage, en offrant la possibilité de marcher davantage, combien encore, et notamment dans les pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne, combien il est difficile de marcher. Il est difficile de marcher dans nos villes africaines parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce que la rue est dangereuse, elle n'est pas adaptée. Et même dans les pays riches, aujourd'hui, on a beaucoup adapté pour les vélos, et c'est très bien, on les a protégés des voitures, mais
très souvent, on les mélange avec les piétons, et les piétons âgés, c'est le titre de la tribune de Genève d'aujourd'hui. Les piétons âgés se plaignent du danger que représente pour eux, de la menace que représentent pour eux ces vélos et ces objets à roulettes de toutes sortes qui sont sur nos trottoirs. Donc oui, on peut doubler ses années de vie en bonne santé par l'activité physique, encore faut-il promouvoir une activité physique sereine pour tout le monde. La première, c'est la marche à pied, le vélo si on peut, l'utilisation des transports publics, tout ça fait marcher, tout ça permet de développer son activité physique. On va aussi rester sur l'alimentation saine. Ce n'est pas un facteur en soi, l'alimentation malsaine, mais c'est un facteur d'obésité ou de diabète. Donc, je vais en parler un petit peu. D'abord, pour dire que, à nouveau, tout ça va nous sauver la planète si on mange correctement. Manger correctement, ça veut dire quoi? C'est pareil, c'est pas de se rendre végétarien. Il y en a qui m'écoutent en ce moment, qui se disent, bah, attendez, qu'est-ce qu'il est en train de me parler des meat eaters, des mangeurs de viande rouge, mais moi, j'ai pas envie de devenir végétarien ou encore moins végétalien. Non, reconnaissons que les végétariens font beaucoup pour leur santé et beaucoup pour la planète. Mais je ne parle même pas de ça. Si vous aimez la bonne viande, mangez de la viande rouge, mais regardez ce que les gens du Nord, américains, européens, australiens un petit peu moins, mais quand même beaucoup aussi américains, Amérique latine et également, bien sûr, asiatiques, mangent de viande à côté de l'Afrique. L'Afrique ne mange quasiment pas de viande rouge. Donc, on peut voir que si les pays riches, en particulier, se mettaient à manger moins, à consommer moins de viande rouge, disons 30% de moins, eh bien, ils contribueraient considérablement à l'amélioration de leur santé. On éviterait 10 millions de morts prématurées par an dans le monde. Et en plus, on contribuerait très notamment, et 37%, c'est énorme, hein, des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur de l'alimentation et de l'agriculture. On pourrait dire oui, mais il faut bien manger. Oui, mais l'élevage représente 80% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez qu'on pourrait considérablement contribuer personnellement, hein, à l'amélioration de la santé de la planète et de notre santé par la réduction de notre consommation carnée. On entend par viande rouge, attention, c'est pas on n'est pas ici dans de la cuisine, on est ici dans la diététique alimentaire, c'est-à-dire on entend par viande rouge bien sûr le bœuf, mais aussi le porc et aussi l'agneau et aussi le veau. Hein, ce n'est pas le fait que la viande devienne blanche en la cuisant. Tout ça est de la viande rouge. Si on veut consommer de la viande qui n'est pas rouge, c'est du poulet, de la volaille, du canard ou bien du poisson. Alors ça, il y a très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est bon pour la santé. Le dixième, vous l'aurez repéré, c'est le tabac. Et bien le tabac fumé, la cigarette. Et là aussi, vous voyez que les pays signataires, pour la plupart, de la Convention cadre de l'OMS contre le tabac ne sont pas forcément les plus performants. La France est très en retard dans sa lutte contre le tabagisme. Certains pays sont beaucoup plus en avance. Et puis d'autres pays qui sont ici clairs. On voit l'Afrique, par exemple, l'Afrique subsaharienne, est vécue ici comme un lieu très attirant pour les compagnies du tabac qui veulent déployer et qui déploient parce qu'on voit fleurir et augmenter la consommation de cigarettes dans tous les pays à faible niveau de revenus. Aujourd'hui, 80% des fumeurs le sont dans des pays à faible et moyen niveau de revenus. En Afrique du Sud, eh bien, on a montré que les politiques libérales vis-à-vis des taxes, celles qui baissent les taxes, le fil bleu dans cette diapositive, s'accompagnent immédiatement d'une augmentation de la consommation de cigarettes. Donc, ouais, c'est pas drôle peut-être, c'est pas très sympa, mais il faut des taxes élevées sur le tabac et ça réduit considérablement la consommation de cigarettes parce que les gens qui ont des faibles moyens ne vont pas s'offrir de cigarettes si elles sont de plus en plus chères. Si on a beaucoup d'argent, comme au Japon, pays très riche, on peut lutter beaucoup plus efficacement qu'en France, par exemple, ou en Suisse, contre le tabagisme. Et ce n'est pas la santé publique ici qui le permet. Le Japon a perdu 50%, la moitié de ses consommateurs de cigarettes, en l'espace de 7 ans. C'est considérable. C'est une des plus grandes réductions, on en parle très peu parce que
encore une fois, la santé publique n'en est pas très fière. Pourquoi on n'en est pas très fier? C'est que ce n'est pas de notre fait, c'est du fait des compagnies du tabac. La compagnie Japan Tobacco a décidé de transférer ses cigarettes, sa publicité, son marketing, etc., vers ce qu'on appelle le tabac chauffé non consumé. C'est-à-dire, c'est du tabac chauffé, comme les IQOS de Philip Morris, ou l'équivalent chez les Japonais, où il n'y a pas de combustion des feuilles de tabac, et donc il y a beaucoup moins d'émissions de goudron ou bien de monoxyde de carbone, avec des effets sur la santé qui sont considérablement moins élevés. Donc oui, la vente de cigarettes peut diminuer, et pour cela, il faut des moyens alternatifs prisés par... L'alcool maintenant, on arrive presque à la fin de notre série. L'alcool, alors on consomme trop d'alcool dans certains pays de la planète, en tout cas, évidemment pas dans tous. Les pays musulmans consomment beaucoup moins d'alcool. La Suisse, l'Allemagne, la France consomment 30% de plus d'alcool que des pays comme la Suède. Mais alors la Suède a déprivatisé son système d'alcool. Vous ne pouvez pas acheter d'alcool dans les supermarchés suédois. Il y en a dans les bars, les restaurants et dans des magasins d'État, le système Bolaget, depuis 1950. Alors, je ne dis pas que c'est transposable, ce type de système n'est pas transposable à la France. Ce qui est peut-être transposable à la France, où l'on me dit toujours, oui, mais la France a beaucoup de lobby de l'alcool, c'est un très gros producteur de vin. Oui, mais l'Italie aussi. L'Italie a de très gros producteurs de vin. Or, quand vous regardez ici, l'Italie se positionne parmi les meilleurs pays, même meilleurs que la Suède, que j'ai indiqué tout à l'heure. Et surtout, une diminution entre 1980 et 2012 considérable en Italie par rapport à la France, qui est restée à un niveau très élevé, même si elle a beaucoup baissé d'alcoolisme, enfin de consommation d'alcool et donc d'alcoolisme. Alors, qu'est-ce que fait l'Italie? Pas de système Bolaget en Italie. Les Italiens n'ont pas du tout régenté la vente d'alcool. Ils sont donc des très grands exportateurs de vin. Ils le consomment beaucoup moins. Leurs jeunes ont déclassé les pots, les apéritifs. Je ne fais aucune promotion d'alcool, de marque d'alcool ici. Tout ce que je montre, bouteilles de vin, de spiritueux, bière, sur ces diapositives, sont totalement sans alcool et sans sucre ajouté. Donc, il est possible de rendre plus ludique sa consommation d'apéritifs, etc., mais sans alcool. Je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté, que personnellement, je ne suis pas peut-être un grand connaisseur de bière, mais les bières sans alcool sont tout à fait bonnes à boire. Elles ont fait beaucoup de progrès et les marques rivalisent pour essayer d'en commercialiser aujourd'hui. Les vins, c'est plutôt moins bon. J'ai pas vu, il paraît que Bordeaux vient de sortir une bouteille de vin désalcoolisé qui est de très bonne qualité, mais qui est très cher, 45 € la bouteille. Mais les vins que je vois dans les supermarchés en Suisse ne sont pas de bonne qualité. À part peut-être les mousseux. Non pas que c'est la qualité du champagne. Le champagne aussi a fait un vin désalcoolisé de champagne qui, paraît-il, est bon. Mais les champagnes sans alcool ne sont pas bons, mais quand vous le mettez dans de l'apérol sans alcool ou du martini sans alcool, c'est tout à fait comparable à un apérol spritz. Vous pouvez essayer, simplement, ça n'a pas la teneur en alcool. Voilà ce que font notamment les Italiens. Le 12e n'est pas du tout médical, hein. Le 12e, c'est l'isolement social. L'isolement social, vous savez, c'est difficile de lutter contre, mais les gens seuls, isolés, ont plus souvent des démences que les gens qui ont un fort tissu social. Et ceux qui rêvent de passer leur retraite seuls sur une île déserte ont tout faux. Ils vont beaucoup plus avoir un risque de perte d'autonomie due à leur déclin cognitif que les autres. Les Japonais, à nouveau, les Japonais qui ont la meilleure espérance de vie sans incapacité, l'espérance de vie en bonne santé dont je parlais au début de mon exposé, ont, non pas non plus encore une fois par la santé publique ici, par leur culture, ils appartiennent à des moai. Les moai, c'est des groupes d'entraide mutuelle. Quand vous êtes une personne, pas âgée, hein, n'importe quel âge, vous appartenez à, disons, 6 ou 7 moai qui sont des groupes de vos anciens camarades de classe ou d'université ou des collègues, des gens avec qui vous partagez des passions et vous allez ensemble voilà, voir de la peinture, voir des étoiles filantes, assister à un match de foot, etc. Et ces moai vous permettent, et on l'a vu pendant le Covid, hein, sont très très utiles pour la santé également. Donc lutter contre l'isolement social n'est pas facile en termes de politique publique, mais c'est extrêmement important pour la lutte contre le déclin cognitif.
Le 13e, c'est la pollution de l'air. C'est effrayant de voir que les pays africains en particulier ont un air extérieur de très mauvaise qualité, mais aussi un air intérieur et qui vraiment péjore l'espérance de vie. Ici, on est dans la réduction de l'espérance de vie liée à gauche, hein, liée à la pollution de l'air, préoccupante en Afrique subsaharienne, préoccupante en Asie. Et puis à droite, vous avez une corrélation entre la pollution atmosphérique de l'air qu'on respire et le déclin cognitif. Or, l'OMS montre à nouveau que les co-bénéfices sont majeurs parce que quand vous luttez contre la pollution atmosphérique, vous luttez aussi pour le climat parce que ce sont les mêmes énergies fossiles que vous consommez et qui polluent votre atmosphère et qui émettent des gaz à effet de serre. Eh bien, c'est 7 millions de vies qu'on pourrait sauver chaque année, c'est plus qu'avec le tabac. Et c'est des pneumonies, c'est des AVC, des infarctus du myocarde, des bronchites chroniques obstructives, des cancers du poumon, et puis beaucoup de maladies respiratoires virales. Comme vous le savez, l'air intérieur également est très pollué, notamment en Afrique, en particulier à cause de la façon de cuisiner à l'intérieur des maisons. Le dernier, en fait, c'est aussi celui qui est arrivé le dernier dans la publication du Lancet qui date du 10 août dernier, hein, qui est très récent, sur les 14 déterminants du déclin cognitif. Ce n'est pas le dernier dans la vie, mais c'est vrai que c'est assez tard dans la vie que ces problèmes de perte de vue qui sont liés souvent à des cataractes, à des problèmes de cataracte, de glaucome ou éventuellement de DMLA, qui nécessitent une intervention qui souvent d'ailleurs retrouve une réticence. Hein, j'en ai pas parlé pour la surdité, mais c'est pareil, les personnes âgées n'aiment pas mettre des appareils auditifs, c'est un peu stigmatisant, donc il faut aussi travailler sur ces questions-là et donner un accès plus grand au recouvrement de la vue chez les personnes âgées qui peuvent être tout à fait sévères et qui probablement, un peu comme pour la surdité, agissent un peu de la même façon, c'est-à-dire directement sur le cerveau. Le nerf optique est en accès direct avec le cerveau, il est un bon reflet de l'état sanitaire du cerveau, si je puis dire, et aussi un bon reflet des interactions qu'il peut susciter lorsque l'on a une bonne vue par rapport à une mauvaise vue. Je suis presque au bout de mon exposé, mais j'ai oublié de parler d'une chose, c'est de l'aspect économique, des gains économiques. En fait, il m'est arrivé, c'est pour ça que c'était souvent ma dernière diapositive, il m'est arrivé que l'on me dise « mais votre histoire de prévention, ça va nous coûter un bras. Parce que vos vieux vont vivre beaucoup plus longtemps avec toute votre prévention, on va plus les tuer avec le tabac, etc., l'alcool, et du coup, vous allez nous prolonger l'espérance de vie, et donc, ils vont taper dans les retraites beaucoup plus longtemps. En fait, ce que je vous ai montré, c'est vrai par exemple au Japon ou dans des pays comme la Suisse ou la Suède, il y a une très longue espérance de vie, c'est tout à fait exact, mais elle ne se prolonge pas avec la prévention. La prévention permet juste que les gens sont beaucoup plus en bonne santé beaucoup plus longtemps. C'est la compression de la morbidité. Et si vous êtes très malade à 90 ou 95 ans, les dernières années de votre vie, vous ne coûterez pas un bras à la société parce qu'on ne vous mettra pas en réanimation. Tous les médecins autour de la table savent qu'on ne met pas tellement en réanimation les gens très âgés. On l'a vu pour le Covid. Donc, il vaut beaucoup mieux souffrir de maladies très graves très tard dans la vie, compresser la morbidité le plus tard possible. Elle va durer peu longtemps et on sera tout à fait suffisamment soigné, mais pas excessivement, alors que sinon, on aura besoin de beaucoup de soins pour des maladies chroniques chez les seniors. Donc, la prévention va être, et les Suisses ont bien montré cela, très efficace en matière économique, car moins de soins pour les seniors, beaucoup plus d'autonomie, on aura moins de recours aux proches aidants, qui vont pouvoir du coup aller travailler ou s'occuper de leurs proches, mais pas pour aider. On aura moins de recours à l'institutionnalisation, ce qu'on appelle les EHPAD en France ou les EMS en Suisse, toutes ces maisons de retraite. On aura une plus grande participation à la vie de la société des seniors qui vont au contraire garder les petits-enfants, qui vont avoir des activités culturelles, sociales, politiques, académiques, qui vont parfois cumuler emploi et retraite. Au Japon, il y a plus de 70% des plus de 65 ans qui continuent à travailler.
Je ne dis pas que c'est un modèle, mais je dis juste que voilà, nous, à l'Université de Genève, ils nous ont proposé de prolonger notre activité pendant 2 ans. Et bien, 70% des profs ont demandé de pouvoir prolonger. Donc, ça répond à une demande et à une volonté de pouvoir contribuer, continuer à contribuer, mais aussi augmenter ses revenus. Et l'impact économique des seniors actifs sur la consommation, en culture, en tourisme, en restauration, en commerce, dans certains endroits d'Europe, par exemple. Heureusement qu'il y a les personnes âgées pour consommer. Voilà. Donc, ma dernière diapositive sera celle-ci. C'est une conclusion qui vous dit que la prévention, c'est en effet un cercle vertueux parce que d'abord, ça augmente une espérance de vie en bonne santé et c'est quand même sympa. C'est quand même ça qu'on cherche. Ensuite, ça protège la planète et le climat, sans doute pas partout. Il faut probablement, on va me dire que j'exagère si on pense à des dépistages qui peuvent être coûteux en empreinte carbone. Sans doute c'est vrai, mais vous avez vu que dans certains domaines, c'est extrêmement efficace sur la planète et le climat. Économie budgétaire, parce que, en fait, avoir des personnes âgées en bonne santé, c'est peut-être une des clés aujourd'hui vis-à-vis des crises économiques que l'on subit. Hein. En France, on dit que la moitié du déficit budgétaire est dû aux retraites, mais aussi au coût des personnes âgées et au coût des pertes d'autonomie. L'assurance maladie, qui pourrait avoir beaucoup moins à payer avec des personnes âgées, enfin avec des personnes vivant le plus longtemps possible en bonne santé, âgées ou pas âgées d'ailleurs. Et puis la pénurie de soignants, parce que si vous n'avez pas besoin de soigner, vous n'avez pas besoin de soignants. Et donc, par la prévention, on peut réduire beaucoup la demande de soins. Vous voyez dans la figure de gauche que le système de soins n'est pas pour beaucoup dans la prévention. Dans la prévention, c'est aussi son milieu socioculturel, son éducation, on l'a vu tout à l'heure, mais également ses coutumes, ses habitudes de vie. C'est aussi les comportements individuels que l'on peut changer, que l'on peut viser à changer. C'est aussi l'environnement, pour une part. J'ai parlé de la pollution, il y a d'autres domaines, bien sûr, l'eau potable. Et puis, malheureusement, on peut cocher toutes les cases et la génétique et la biologie peuvent nous rattraper. Donc, il ne faut pas dénier le fait que la génétique et la biologie soient aussi pour quelque chose. Voilà, j'ai terminé pour vous dire que j'ai écrit une sorte de roman, donc c'est pour ça que c'est un peu plus ludique dans Prévenez-moi, qui est destiné en fait à un public très large, où j'essaye d'avoir une vingtaine de personnages qui évoluent sous nos yeux entre la naissance et l'âge de 100 ans. Et que je commente un petit peu leur discours fictif, bien sûr, ou leurs activités fictives, avec ce regard académique, hein, ce regard sur le niveau de preuve. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Antoine, merci, merci énormément pour cet exposé, encore une fois, extrêmement intéressant, très précis. Je retiens plusieurs choses, mais notamment ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire que vivre en santé, ça ne coûte pas plus cher à l'État parce que justement, quand tu es malade, tu vas l'être moins longtemps. Et en plus de ça, les soins requis à partir d'un certain âge ne sont pas les mêmes que ceux qui sont requis lorsque tu es malade à 70 ans. Et donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est ton livre. J'ai acheté le livre et je vais t'avouer que je voulais entendre la conférence avant de commencer à le lire, mais je l'ai feuilleté en diagonale. Et effectivement, c'est ludique, mais c'est très amusant. Et donc, j'encourage les gens à le lire. Et s'il y en a qui sont près de moi, ça me fera plaisir de prêter le livre lorsqu'il sera lu. Je ne les collectionne pas un coup lu. Merci. L'autre Merci. chose que je voudrais dire, c'est ceci, c'est chez nous pour les sports très, très durs, comme notamment le hockey, le football américain ou canadien, c'est strictement défendu sous peine d'amende extrêmement forte et d'expulsion pour plusieurs parties de frapper avec la tête. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de commotions cérébrales au football, etc. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient un peu le sport nord-américain. Et c'est strictement défendu sous peine d'amende très forte. Hein. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars lorsque volontairement tu frappes avec la tête. Oui, ce qui n'est pas le cas au football classique. Non, Et ben, au moi, je football... pensais qu'au football européen, que tu n'avais pas le droit.
Non, non. Comme tu n'as pas le droit non plus de faire de croc en jambe. Alors, oui, il y a des fautes qui sont sifflées, mais très souvent, d'abord, ils n'ont pas de casque, bien sûr, les Oui. footballeurs. Et puis, très souvent, il y a des chocs très brutaux. Je ne sais pas si vous avez vu certains matchs de l'Euro, mais il y a eu des fautes quand même très brutales. Ah non, non, Mbappé s'est cassé le nez quand même. Voilà, on ne se casse pas le nez avec tous les sports. Je n'ai pas parlé du vélo, mais le casque n'est pas obligatoire dans des pays comme la France, par exemple. ah, Non, le casque est recommandé, mais il n'est pas. Étienne me contredira si je me trompe, hein, mais Non, il n'est non, pas c'est exact. obligatoire. Et au ski, par exemple, le casque n'est pas non plus obligatoire. Ce sont tous des occasions de risque, enfin des prises de oui, risque, on tout va à dire. fait, tout à fait. Alors que, voilà, heureusement maintenant en moto, mais ça a mis du temps, hein, en vélomoteur et en moto, le casque est obligatoire et il est mis. Mais on voit très bien que, et dans des pays où la régulation est moins forte, où la législation est moins forte, on voit bien que souvent il n'est pas mis, et Oui, tout à notamment fait. toujours dans les pays d'Afrique subsaharienne qui parfois ont des difficultés à imposer à la population ce type de réglementation. Finalement, je voudrais juste ajouter un dernier commentaire en ce qui a trait à la diminution de la consommation de cigarettes dans nos populations. Chez nous, au début, on avait commencé par mettre des images assez épeurantes sur les paquets de cigarettes, mais ça n'a pas vraiment marché. Ben, ça a baissé, mais ça n'a pas été vraiment fort. Ce qui a vraiment été fort, c'est lorsque tu frappes le porte-monnaie. Et maintenant, le paquet de cigarettes est rendu à presque 15 ou 16 ou 17 $. La cartouche qui contient, je ne sais pas, 8 paquets ou je ne sais pas trop, là, c'est 100 $ et plus, hein? Donc, quelqu'un qui fume un paquet par jour, là, on va dire une affaire, c'est un voyage ou 2 voyages par année qui vient de se priver. Et donc, ça a fait mal. Et les gens ont, chez nous, pas d'abstention, là, mais il reste Oui. encore un 20-21 % là, de la population adulte qui fume encore, mais c'est de plus en plus rare de croiser des gens qui fument à la sortie des immeubles ou à la sortie des autobus ou dans la rue, etc. On voit presque plus de mégots par terre non plus, ce qu'on voyait beaucoup avant. Et donc, ça, c'est la politique du porte-monnaie a porté ses fruits, à tout le moins chez nous, en tout cas. Au Québec, ça a super bien marché. Euh, Oui, mais alors 20%, c'est bien, mais les Suédois sont à moins de 5% et c'est mieux. ah Donc, ben oui, c'est mieux. et en fait, la politique sur les prix est très efficace, très clairement. Elle l'a bien montré, mais elle a ses limites. C'est-à-dire qu'on arrive rarement au-dessous de 20% avec les taxes et après, on crée d'autres problèmes de type contrebande, marché noir, Oui, etc. effectivement. Donc, L'autre chose aussi qu'on a fait chez nous, je ne sais pas, je pense que je me souviens pas, ben, parce que je ne le remarque plus. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté de fumer, puis j'y pense plus. Mais chez nous, quand tu rentres dans un commerce où la vente de cigarettes est permise, d'abord, c'est défendu dans les pharmacies maintenant, ce qui était permis avant. Et dans les lieux de santé, tu ne peux plus avoir de cigarettes. Mais quand tu rentres dans une boutique ou un magasin où tu peux acheter de la cigarette, c'est dans des comptoirs fermés. oui. Donc, ce n'est pas directement à la vue des gens. Ça aussi, quand tu ne le vois pas, tu peux peut-être moins y penser, je ne sais pas. Et pour revenir sur le- les images chocs sur les paquets de cigarettes, il a été montré que c'était efficace sur les segments les moins éduqués de la population, qui sont souvent ceux qui fument le plus. Il y a un gradient social dans le tabagisme que corrige un petit peu quand même les taxes, heureusement, c'est-à-dire qu'elles diminuent, les taxes diminuent principalement aussi dans les milieux défavorisés. Mais finalement, les cadres, les professions éduquées et fortunées fument beaucoup moins que les professions moins éduquées. Et pour eux, soit le plain packaging, c'est-à-dire les paquets neutres, où on ne met rien du tout, soit les images chocs ont été prouvées comme efficaces. Donc, c'est des choses qui marchent, qui sont efficaces. OK. Je vois qu'il Voilà. y a des mains levées. Je Oui. m'excuse, je ne sais pas qui est PC, mais je vois PC avec la main levée. La parole est à vous et si possible, peut-être d'ouvrir votre caméra de sorte qu'on puisse voir qui est PC. PC, c'est Chertiyan Cissé. Bon, j'ai pas une Ah, bonne Ah, connexion. OK, J'ai d'accord. Je m'excuse, mon cher pas ami. une bonne connexion. Voilà, j'ai pas une bonne connexion. Ben, je voulais féliciter le professeur Foucault.
pour son magistral cours, hein. Je pense qu'il a abordé une question essentielle sous un angle qui m'a beaucoup séduit en listant un certain nombre de facteurs qui pourraient influencer l'évolution de la cognitivité. Maintenant, moi, j'ai 4 questions, commentaires, très rapidement. Le premier, il n'a pas abordé la question du stress. Or, ça me semble un élément extrêmement important. Alors, comment l'aborder? C'est vrai c'est une question transversale. Mais rien que le stress, à mon avis, peut avoir un effet majeur sur l'évolution de la cognitivité. Je prends l'exemple, nous, quand on était étudiants, on était heureux. On ne se posait pas la question si on allait avoir du travail ou pas. Et je pense qu'à la longue, la façon avec laquelle on a construit notre carrière, notre engagement pour la société, c'est différent des jeunes qui aujourd'hui, dès le bas âge, commencent déjà à se poser des questions. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant, disons, le diplôme. Ça m'a un peu gêné, j'avoue. Parce que le rapport entre diplôme universitaire et peut-être évolution favorable ou pas, moi, je crois que ça doit être un facteur confondant. Parce que moi, ce que je dis aux étudiants, l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Et généralement, l'expérience a montré, en tout cas dans nos pays, que les gens qui n'ont pas été à l'école sont fondamentalement plus intelligents en réalité que ceux qui ont été à l'école. Parce qu'à l'école, on nous a bombardé de choses. Ah, mais c'est la vérité. Non, Et mais je le je dis, te crois, Cheikh, je te crois. on a un complexe de supériorité par rapport à ceux qui n'ont pas été alphabétisés. Mais eux, c'est une intelligence naturelle. La preuve, dans nos pays, des gens qui n'ont pas été à l'école gèrent des sociétés florissantes. Alors que vous prenez quelqu'un qui a été à Harvard, à PhD, etc., vous lui donnez une société, en 5 ans, la société a plié bagage. Ici, c'est les gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont une intelligence naturelle saine. Donc, moi, je voulais vraiment lui poser la question. Est-ce que réellement, c'est le diplôme universitaire qui est l'élément le plus important? Même si moi, je serais bien placé, à ce moment-là, j'aurais peut-être plus de chances d'avoir une évolution favorable que peut-être quelqu'un qui n'a pas un diplôme universitaire. Ensuite, avant-dernier, l'obsolescence programmée. Nous sommes tous en obsolescence programmée, qu'on le veuille ou pas. Dès la naissance, le déclin de la cognitivité, c'est naturel. Et on sait aujourd'hui que les radicaux libres jouent un rôle très important dans l'accélération de cette obsolescence programmée. On le retrouve partout, les déchets plastiques, la pollution, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'attarder un peu plus sur la problématique des radicaux libres? Parce qu'on sait qu'en s'attaquant à cette question des radicaux libres, on peut avoir un effet biologique direct. Dernier élément, c'est cette prévention. Alors, la question que je me pose, pour qu'elle soit efficace, parce que les risques ne sont pas les mêmes, les potentialités innées, parce qu'il y a certainement quelque chose de génétique là-dessus. On parle des Japonais, pendant longtemps, on a pensé que c'est parce qu'ils mangent du soja, etc., etc. Mais il y a peut-être la génétique qui intervient. Pourquoi certaines populations vieillissent moins bien que d'autres populations? Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une prévention ciblée, spécifique à un pays, à un groupe de population, à une région en fonction de leur vécu? Mais là où je vais terminer, la difficulté maintenant, et ça, c'est une invite. La difficulté, c'est qu'on est dans un monde de migration. Est-ce que si moi, je quittais aujourd'hui le Sénégal à l'âge de 20 ans, 30 ans, et que j'aille par exemple en France vivre pendant 40 ans, ou bien au Canada, est-ce que j'aurais le même profil évolutif? Ça aurait été bon que cette étude soit menée pour voir des populations qui ont quitté leur bassin naturel et comparer un peu le même groupe de population. Est-ce qu'il y a combien de pertes de cognitivité, par exemple, chez les Sénégalais qui vivent en France pendant 30 ans ou 40 ans, à même âge, que par exemple chez les Sénégalais qui vivent au Sénégal ou au Canada. Et ça permettrait certainement d'avoir des informations et peut-être d'avoir des politiques de prévention plus ciblées. Félicitations encore et merci à nos amis de nous avoir permis de suivre cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yves, je peux me permettre de répondre? Ah ben oui, vas-y, mon ami, vas-y. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires. Et merci aussi, je lis un peu dans le chat vos remarques tout à fait généreuses et sympathiques. Alors, oui, merci parce que c'est d'excellents commentaires. Sur le stress, j'en ai un petit peu parlé quand même. J'ai parlé de la dépression et j'ai parlé du stress au travail.
Dans le fond, l'exemple que vous avez pris est aussi un stress au travail, qui est le stress de ne pas avoir d'emploi, etc. Donc tout ça est quelque chose qui est clairement, voilà, les pathologies mentales sont clairement des facteurs de risque, y compris d'entrer dans l'Alzheimer et dans le déclin cognitif, mais aussi c'est des pathologies qui sont des facteurs de risque de beaucoup d'autres choses, y compris de maladies cardiovasculaires. Donc je suis tout à fait en phase avec vous. La santé mentale est quelque chose de très, très important. Après, il est très difficile de savoir, vous savez que c'est compliqué comme tout. Il y a par exemple moins de dépression et de suicide dans les guerres, dans les périodes de guerre. Ce n'est pas pour autant qu'on a envie de dire qu'une mesure de prévention, c'est d'avoir une guerre, hein. Donc, il est clair qu'il n'y a pas en tout cas de parallélisme entre le fait, on l'a vu, d'avoir de bonnes conditions matérielles et d'avoir une bonne santé mentale. Diplôme, éducation, je vous suis moins, non pas sur ce que vous avez dit, je pense que ce que vous dites est surtout sur un autre registre que le mien. Vous avez plutôt évoqué le registre de la morale. Vous avez évoqué le fait que des gens éduqués pouvaient être plus arrogants et parfois plus filous ou parfois même plus bêtes que des gens peu éduqués. Ce registre de la morale, je le partage avec vous et je dirais il est le vôtre. Il est une opinion tout à fait respectable. En rien, le fait d'avoir une instruction et d'avoir un diplôme universitaire vous confère la moindre supériorité par rapport aux autres. C'est ce que j'appelle le plan moral. Et c'est vrai que le pas est vite franchi de dire ah bah oui, en plus, si en plus les gens privés d'éducation vous coûtent plus cher parce qu'ils ont une moins bonne prévention. Non. En réalité, ce niveau d'instruction a été bien établi par les études. Ce n'est pas un facteur confondant. Il y a des facteurs de confusion dans le niveau d'instruction parce que si vous êtes plus éduqué, vous arrivez à mieux lire les notices de boîte ou à mieux comprendre les messages de prévention. C'est vrai. Donc, quelque part, il y a une forme de biais et de facteurs de confusion. Mais même en ajustant sur ces facteurs de confusion au mieux possible, ce qui est toujours difficile, on garde, il y a un effet protecteur de l'instruction, du niveau d'instruction, qui est statistique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver des gens qui n'ont pas fait beaucoup de diplômes et qui vont avoir une très grande réussite par ailleurs et qui auront probablement aussi de moindres risques sur leur santé. Donc, un, c'est statistique. Deux, je pense que c'est bien contrôlé. Vous pouvez vous reporter à l'article du Lancet du 10 août dernier sur les 14 déterminants qui met le niveau d'instruction comme quelque chose d'important. Il est vrai que c'est tout au long de la vie. C'est-à-dire que ceux qui continuent à faire des diplômes ou des formations continues ou qui continuent à avoir un entraînement intellectuel dans leur vie vont protéger leur cerveau. C'est sans doute une forme pratiquement physiologique d'entraînement neurologique pour le cerveau qui le protège. C'est ça que dit un petit peu le facteur déterminant. Mais en rien, il ne vient dire que vous avez tort sur votre perception que des gens moins instruits peuvent être parfois beaucoup plus agréables à vivre, beaucoup plus insérés, beaucoup plus sociables que des personnes avec un haut niveau d'instruction. Le troisième, l'obsolescence programmée, les radicaux libres, là aussi, je pense que vous avez raison. J'ai pris que 14 déterminants, je n'ai pas pris tous et je n'ai pas abordé un certain nombre de choses. Et il est vrai qu'il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels la prévention peut agir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui, pour l'instant, est clairement prouvé par la science, mais il y a des recherches qui se font et qui aussi vont sans doute progresser sur un certain nombre de domaines. Et donc, peut-être qu'un jour, on aura de claires visions sur cela. Je ne parle pas du tout dans mon livre, par exemple, de nouvelles classes médicamenteuses très prometteuses contre l'obésité, mais qui sont aussi prometteuses sur un grand nombre de domaines. Peut-être que vous avez des conférences là-dessus, GMP ou ce genre de choses. J'en parle pas ici. C'est pas encore suffisamment prouvé et assis en termes de connaissances, en termes de prévention, même secondaire ou tertiaire. Sur la prévention ciblée par pays, ça m'amène à une remarque, parce que c'est aussi une excellente
question qui a été posée là, ça m'amène à une remarque, c'est que il ne faut pas croire qu'on transpose d'un pays à un autre. Je vous ai dit ça rapidement pour le système Bolaget des Suédois, ne se transpose pas au Canada ou à la France ou au Sénégal. De la même façon, on ne va pas transposer le système des Moai japonais aux Sénégalais ou aux Français. Donc, on ne transpose pas tout. Cela dit, il faut aussi mettre des limites à cela parce que parfois, ça coupe nos ambitions. Si vous allez dans Paris aujourd'hui, Étienne, il y a peut-être d'autres Parisiens autour de la table, mais si vous allez dans Paris aujourd'hui, vous êtes dans un vélodrome. Ça ressemble à Amsterdam il y a 20 ans. Et en fait, je dirais les Français ont copié un peu l'exemple néerlandais, mais ce n'est pas que les Français. Toutes les villes aujourd'hui, occidentales en tout cas que je connais, ont copié l'exemple des Hollandais. Et on disait autrefois c'est de la culture. Ben non, ce n'est pas que de la culture. Je pense que de la même façon, peut-être qu'on va copier. Je pense quelque part qu'on copie les Suédois avec les cigarettes électroniques. Vous savez, aujourd'hui, il y a moins de 5% de jeunes nord-américains, je parle des États-Unis, qui fument. Ils sont à plus de 25% à utiliser des cigarettes électroniques. C'est l'exemple suédois. Non pas que les Suédois fument beaucoup de cigarettes électroniques, mais ils utilisent des snus qui sont du tabac à chiquer eux-mêmes, mais c'est du tabac sans combustion. C'est de la nicotine sans combustion. C'est beaucoup, beaucoup moins dangereux. Les Anglais ont dit que c'est 95% moins dangereux que le tabac fumé, que la cigarette. Je crois quelque part, c'est ce que font les Suédois. Les Suédois, il n'y a que 5% de gens qui fument. Tous les autres utilisent du tabac, mais du tabac à chiquer. Bon, eh bien, grâce à ça, ils ont le taux de cancer du poumon le plus bas d'Europe, le taux de cancer ORL le plus bas d'Europe. Et je pense que ça, on peut peut-être pas se mettre à chiquer du tabac comme les Suédois, mais on peut se mettre probablement à davantage promouvoir la cigarette électronique. Enfin, je ne sais pas, vous pouvez être en désaccord avec moi là-dessus, mais je veux dire par là que oui, on ne peut pas tout transposer, mais parfois on peut voir dans ce qui a marché dans certains pays et certains peuples, comment on pourrait soit le transposer, soit le promouvoir pour en faire davantage. Manger davantage de poissons comme les Japonais ou moins de viande comme les Africains, je pense que c'est de la portée de tous. Ça n'empêche pas de manger un bel entrecôte le dimanche en famille, quand on aime bien la viande rouge. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et je vous remercie beaucoup de toutes vos questions. Merci. Je regarde dans le public et je ne vois pas de... Ah, je vois Étienne qui a l'index en l'air. Allez, mon ami Étienne. Oui, Antoine, moi, j'avais une question. On n'a pas abordé cet aspect, ce dont tu as parlé à la fin, c'est-à-dire l'aspect économique. Tu nous as dit vivre en bonne santé, c'est faire des économies. C'est bien ça. Tout à fait. Bon. Alors, il y a qu'un problème, c'est que vivre en bonne santé, ça veut dire vivre longtemps. Est-ce que longtemps on est en bonne santé? Alors, si on prend les pays du Sud, le problème pendant longtemps était le problème des maladies et des maladies infectieuses, etc. Et on est en train, tous les pays du Sud, notamment les pays africains, sont en train de glisser des maladies transmissibles aux maladies chroniques. Alors, il y a bien sûr le diabète, mais il y a aussi l'hypertension, etc., qui sont devenus un gros problème de santé publique. Alors, autrement dit, on a déplacé le curseur concernant le problème économique. Et puis, euh, là, c'est un autre aspect, mais chez nous, dans les pays du Nord, on sait bien que ce qui coûte, ce sont les derniers mois, disons les dernières années, mais surtout les derniers mois de vie qui nous conduisent à l'hôpital, etc., et qui vont coûter très, très cher. Alors, vivre en bonne santé, c'est bien, mais vivre longtemps, c'est ça qui coûte cher finalement. Oui, alors merci. Ça permet en effet de développer un petit peu cette partie-là. La notion de compression de morbidité qui a été théorisée par des économistes de la santé, mais qui est une théorie très, très confirmée par ce que l'on peut voir, c'est de dire que la prévention n'augmente pas l'espérance de vie. En fait, si on prend deux pays, le Japon et la Suède, c'est deux pays qui ont probablement la plus grande espérance de vie en bonne santé. Ces pays-là n'ont pas une espérance de vie beaucoup plus longue que celle des Suisses ou des Français.
D'accord. Donc, ce n'est pas tellement l'espérance de vie qu'il prolonge par la prévention, car cela, c'est acquis par le niveau de vie. Plus le niveau de vie, c'est pour ça que l'espérance de vie augmente dans tous les pays du monde, c'est que le niveau de vie a beaucoup augmenté dans tous les pays du monde. Avec le niveau de vie, les soins de santé, l'accès aux soins de santé, etc. Donc, si le PIB augmente, l'espérance de vie augmente en parallèle. Mais l'espérance de vie en bonne santé, pas tant que cela. Il faut, pour qu'elle augmente, que vous ayez de la prévention. Et donc, la prévention ne va faire que diminuer la charge de morbidité dans la population, et notamment dans la population âgée. En fait, quand vous regardez à 65 ans, c'est très intéressant parce que pour moi, c'est ça l'indicateur de la prévention efficace dans un pays. Vous avez 10 ans d'espérance de vie à 65 ans de plus chez les Japonais que chez les Français, et 7 ans de plus chez les Suédois que chez les Français. Donc on peut se dire que les Français, ça va mener très loin leur population, mais pas en bonne santé. Il y a des gens qui savent faire mieux, c'est les Japonais ou c'est les Suédois. Et ensuite, la compression de morbidité, c'est que, comme tu dis, on finit tous par mourir un jour. Donc, on ne meurt pas, malheureusement, le plus souvent dans son lit le soir. On meurt après une maladie. Cette maladie coûte cher. Elle coûte aujourd'hui, on dit, la dernière année de vie coûte plus de 80% de toutes nos dépenses de santé. Donc, cette dernière année, elle est comprimée par la prévention. Pour comprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est rejetée le plus tard possible. Donc, au lieu d'avoir cette dernière année, par exemple, quelqu'un qui va avoir un cancer du poumon, bien sûr, il va mourir plus jeune, disons à 65 ans ou 70. Mais lui, à 65 ou 70, on va tout faire. On va s'acharner, si je puis dire, pour le faire survivre le plus longtemps possible, en tout cas dans les pays riches. Et lui, il va être détecté plus précocement, etc. Il va avoir une longue vie en mauvaise santé, souvent, qui va coûter extrêmement cher. Alors que la personne très âgée qui ne fera pas de cancer du poumon et qui va faire en fin de vie, j'ai dit après 90 ans, après 85, 90 ans, va faire un épisode peut-être d'AVC ou d'accident cardiaque, ne sera probablement pas traitée comme si elle avait eu 65 ans. On ne va pas s'acharner chez elle. Elle va mourir plus tranquillement, souvent à domicile, parfois dans sa maison de retraite, en tout cas pas en réanimation, et elle va coûter beaucoup moins cher. Et en plus, ça durera beaucoup moins longtemps. Peut-être aussi parce qu'on s'en occupe un peu différemment, passé un certain âge, on s'acharne moins. Enfin, toujours est-il que c'est ça la théorie qui est derrière, c'est de dire, mais comprimons la morbidité le plus tard possible, le moins longtemps possible, parce que ça coûtera beaucoup moins cher. Merci. Merci. J'aimerais peut-être apporter un dernier commentaire avant de clore la séance et de passer aux petites annonces Grisoff. Antoine, tu as parlé du stress. Effectivement, le stress, aujourd'hui, la tendance est à faire en sorte que la personne qui est dans son milieu de travail subisse le moins de stress possible en mettant le milieu de travail le plus adéquat possible. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est le stress du travail dans la structure dans laquelle le travail se fait. Et je prends un exemple très simple que tout le monde connaît ici. On est à toute fin pratique tous des universitaires. Le fameux dicton publie ou périt, c'est un stress énorme. Et ça, c'est un stress qui provient de la structure dans laquelle le travail du chercheur, du professeur se fait. Et donc, si on réfléchissait à justement comment rendre cet aspect-là du travail moins stressant, ben, peut-être qu'il y aurait moins de maladies, il y aurait moins de ci, il y aurait moins de ça. Et puis, tu l'as dit tantôt, il y a des profs qui veulent rester plus longtemps, mais moi, je connais des profs qui veulent partir plus vite aussi, parce que justement, ils viennent brûler par ce stress-là. Donc, c'était mon commentaire. Tu me donnes une minute pour répondre ou pas? Oui, vas-y, Antoine. Alors, très, très brièvement, Yves Clos, donc, que j'ai cité, dit il faut demander aux gens ce qu'ils appellent le travail de qualité. Qu'est-ce qu'ils ont? En fait, il dit la plupart des gens, dans presque tous les métiers, ce qu'ils veulent, ce qui est très important pour eux, si on veut diminuer leur stress, c'est que le travail qu'ils délivrent à la fin de la journée est de qualité. Et alors, très souvent, l'entreprise ne leur demande pas. Il faudrait demander aux profs, pour vous, c'est quoi un travail de qualité? Ils vont dire, ah ben moi, c'est d'avoir le temps de préparer mes cours. Ensuite, c'est d'avoir le temps de les donner. Et puis,
Parfois, c'est le temps de faire de la recherche, mais je ne peux pas faire à la fois de la recherche, de l'enseignement et du soin, par exemple. Les jeunes n'auront pas exactement la même définition du travail de qualité que les plus anciens. Il le montre dans ses livres, qui sont remarquables à lire, il le montre dans différents secteurs. Il montre le secteur des postes et des télécommunications qui ont subi de très lourdes restructurations, etc. Il y avait beaucoup de stress. Et il dit, en fait, les gens, on ne leur demande pas. Et si on leur demande, déjà, ils sont étonnés. Ensuite, on leur dit, est-ce que votre entreprise crée les conditions pour que vous fassiez ça? Parce que, par exemple, le chercheur va dire, mais moi, je comprends qu'on me demande de publier, sinon je vais périr. Je comprends, mais on ne me donne pas le temps de publier parce quand je suis jeune, on me donne beaucoup d'enseignements. Alors, je prends un exemple, mais si on se dit, ben alors, attendez, soit vous demandez de l'enseignement et de la clinique, mais à ce moment-là, n'exigez peut-être pas qu'il fasse des New England et des PNAS. Mais si vous exigez qu'il fasse des New England et des PNAS, allégez, lui, son travail, des choses de ce genre. Si l'entreprise réfléchissait à comment rendre le travail un travail de qualité apprécié comme un travail de qualité par l'employé, on diminuerait le stress, on augmenterait la satisfaction. C'est ça la théorie, je dirais, que défend ce psychologue clinicien qui est Yves Clos et que je trouve intéressante. Mais je ne dis pas que ça résout tous les problèmes. Oui, puis je dirais en plus qu'on n'en est pas là, hein? Et on n'en est pas là. Pour confirmer ce que tu dis, Antoine, il y a une enquête récente qui montre que quand on demande à des employés dans différentes entreprises quel est le plus important pour vous dans l'entreprise, et ils répondent remplir les objectifs. Oui. C'est Alors, intéressant. alors que ça paraît, enfin, remplir les objectifs, c'est le travail du patron, c'est pas le travail de l'employé. Oui, c'est fou. C'est fou. Exactement. Écoutez, je m'excuse de vous à moins qu'il y ait d'autres commentaires dans la salle. Je vois mon ami Simon qui est là de Libreville. Bonjour mon ami. Abdoulaye aussi qui est à l'Université Laval, un collègue du CIRAM, etc. Donc, si personne n'a d'autres commentaires, ben, je voudrais remercier Antoine pour sa conférence extrêmement intéressante, comme toujours. Je pense que ça fait 6 ou 7 que tu fais, hein, Antoine, avec nous. Je ne les ai pas comptés, mais ça en fait Non, plusieurs et à chaque fois, je n'ai pas compté non plus. Et à chaque fois, c'est toujours extrêmement intéressant. Écoutez, je vais terminer en vous invitant pour nos prochaines conférences. Le jeudi 31 octobre, vous savez tous que l'année dernière, on a parti un thème qu'on a appelé La science en train de se faire, en train de se construire. Et l'idée, c'est que de jeunes chercheurs, étudiants au doctorat ou encore stagiaires postdoctorales, viennent nous parler de leur projet, non pas nécessairement des résultats de leur projet, mais de leur réflexion dans la construction de leur projet. Donc, je vous invite jeudi le 31 octobre dans cette idée-là. Il va y avoir quelqu'un Mohamed Touré, qui est assistant de pharmacologie à Bamako, au Mali, qui est inscrit à l'École doctorale des sciences et des techniques de Bamako, qui va venir nous parler du monitoring des médicaments anti-épileptiques à l'hôpital universitaire Point G à Bamako. Nous aurons ensuite le jeudi 7, excusez, je vais monter ça, je m'excuse. Le jeudi 7 novembre, dans le cadre de nos conférences d'actualité, le professeur Mamadou Aliou Baldé qui va venir nous parler de médecine traditionnelle et pharmacopée guinéenne, aspects et perspectives. Et là, je vous le dis, on a encore beaucoup de trous, on est en train de les remplir, mais si vous avez des gens autour de vous, des étudiants, des professeurs qui sont intéressés à venir nous parler au sens élargi des sciences de la santé, même de la science ouverte, etc., tout ce qui gravite autour de la science, finalement, nous sommes des preneurs. Est-ce que j'oublie quelque chose, Étienne? Ah, Non, juste une dernière chose. Je vous rappelle que jeudi, le 27 octobre en France, excusez-moi, pas jeudi, dans la nuit du samedi à dimanche, du 27 octobre en France et dans la nuit du 1er au 2 novembre, dans la nuit au Québec,
il va y avoir un changement d'heure. Donc, nous revenons tous à l'heure normale de l'Est ici, ou en tout cas, on recule 1 heure GMT. Donc, les Oui, conférences seront heure du Québec, 9 heures le matin et 15 heures, heure européenne, heure française. mais avec comme précision, Yves, c'est que ça n'intéresse que ceux qui changent d'heure. Ah ben oui, Donc, c'est sûr. Ça ceux, n'intéresse que ceux ceux qui qui changent sont d'heure. à leur GMT ne changent pas. Non, non, l'heure GMT ne change pas. Et je vous jure que c'est vraiment, c'est pas évident ce changement d'heure-là. Même pour nous, là, il y a parfois qu'on est mêlé. Donc, je vais arrêter l'enregistrement immédiatement.